Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. L'étude de séroprévalence pour évaluer l'immunité collective à la Covid-19 a commencé aujourd'hui. Comment l'enquête se passe sur le terrain? Illustration tout de suite à FAA. La quatorzaine pour les nouveaux arrivants au Fénois est obligatoire à compter de ce soir. Comment se passe le filtrage à l'aéroport de Tahiti FAA? Vous allez le voir dans un instant. Et puis à Faoné, une poignée de propriétaires s'oppose à l'extraction de pierres dans la vallée de Mapuaura, des revendiquants qui ont bloqué le passage. Les gendarmes ont dû intervenir. Il serait 1 millier de patients atteints d'épilepsie en Polynésie, des malades qui osent enfin en parler. Ensemble, ils souhaitent casser les préjugés. Vous allez les entendre. Enfin, pour terminer, le FIFO version numérique, c'est inédit. Et pourtant, les organisateurs de la FIFO relèvent le défi. Comment va se passer ce festival? On en parle avec Myriama Bono, présidente de la FIFO. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Myriama, on se retrouve dans quelques instants. Mais d'abord, coup d'envoi ce lundi de l'enquête de séroprévalence lancée par la direction de la santé, réalisée sur un échantillon de 350 personnes volontaires sur Tetiem Auria. Le personnel médical a rajouté une centaine de volontaires supplémentaires. L'objectif est d'évaluer l'immunité collective de la population face à la Covid-19. Heyata Buluk, Heidi Enko ont pu suivre une équipe d'investigateurs sur zone. Le commentaire de Thomas Terite Porwarai. L'équipe d'investigateurs emmenée par le docteur Malé a choisi une zone très populaire, l'un des quartiers de FAA, pour y installer son matériel. Ici, pour ce premier jour, 4 foyers sont visés par l'enquête. La première tentative de prise de contact. Quand il n'y a personne, on laisse un mot pour essayer de reprendre contact par la suite. S'il n'y a personne parce qu'elle est inhabitée définitivement, comme là on a le cas, ça s'est transformé en centre de formation, là par contre on ne la prend pas, on prendra une autre maison à la place. Dans le foyer voisin, au premier abord, l'accueil est mi-figue, mi-raisin. Qu'à cela ne tienne, les vrais occupants se plient volontiers à la préoccupation du moment. Il est ensuite procédé au tirage au sort. C'est l'un des fils de la famille sur son lieu de travail qui recevra dans la foulée la visite des préleveurs. On peut voir le côté ludique. Non, mais c'est très contraignant. Oui, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie de terrain. C'est quelque chose de connu. On fait ça dans tous les pays du monde. Dès lors qu'on veut faire une enquête au hasard dans une population, on se plie à des règles de hasard. Quelques heures plus tard, Marataïte Shotata, le fils en question, ne rechigne pas à paraffer la décharge pour le prélèvement sanguin. Par sa profession, il connaît le milieu médical. Il sait que tout cela se fait sur la base du volontariat. J'ai donc été tiré au sort et on m'a appelé de chez moi. Vous savez, il nous faut nous plier à cette obligation pour préserver notre population. Pourquoi le hasard est primordial? Parce que, en statistique, c'est ce qui permet de donner un résultat le plus proche de la réalité. Quelques 350 personnes seront concernées par ces investigations avec cette certitude en haut lieu que la connaissance de cette prévalence est importante pour les décisions prochaines en matière de santé publique. Et en attendant la publication des résultats attendus donc au mois d'avril, la Covid-19 a encore fait 2 morts ces dernières 72 heures, ce qui fait un total de 135 morts en Polynésie. On compte également 21 cas supplémentaires depuis vendredi, quand le nombre d'hospitalisations est en baisse, 14 dont 9 en réanimation. 3148 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, 226 ont reçu leur deuxième injection. Et la vaccination s'avère plus que nécessaire quand on connaît la contagiosité du virus. Les Australes ne sont pas encore concernés, mais cela ne saurait peut-être tarder. À Tubuai, 7 cas positifs ont été détectés chez les élèves internes du collège de Mataura. La direction de l'éducation a décidé donc de fermer le collège à compter de ce lundi pour une durée de 7 jours. Les élèves internes positifs sont isolés en zone dédiée dans l'établissement, séparés des élèves internes négatifs. Ils subiront un test PCR dans 7 jours et un test antigénique s'il y a apparition de symptômes. Les autres externes retournent donc chez eux sous la surveillance bien sûr de leurs parents avec un test antigénique en cas de symptômes. Vous le savez, depuis la fermeture des frontières du Fénois mercredi dernier, tous les passagers arrivant à l'aéroport de FAA doivent justifier d'un motif valable, tel un décès, une évassane ou encore un motif professionnel. Les 107 passagers d'hier soir ont eu droit à un double filtrage, remise des autotests avant le contrôle incontournable de la douane. Illustration tout de suite avec Ismaël Tahiata et Sandroli.
Isolées du reste des passagers, ces 3 personnes devraient être verbalisées. Sans motifs impérieux, ça ne passe pas. Nous avons une personne qui n'avait pas d'attestation, donc qui n'aurait jamais dû devoir passer. Donc, nous l'avons contrôlée. Elle va rejoindre ses parents, donc elle va être verbalisée et ensuite elle pourra passer la frontière pour rejoindre ses parents. Une seconde qui n'avait pas de motif valable et un troisième également. Dans la mesure où ce sont des Français, ils vont tous être verbalisés et donc pourront passer la frontière. Après vérification, une seule personne sur les 3 était en situation irrégulière. Avec 2 filtrages à l'arrivée, difficile de passer à travers les mailles du filet. Première chose à vérifier, le QR code pour voir s'ils sont bien enregistrés. Ça sert à leur donner en fait le kit auto qui est à l'intérieur, qui est au bout de 4 jours, comme vous voyez sur la date, qui est sur l'enveloppe. Ils font leur test et après c'est pour voir s'ils sont positifs ou pas au coronavirus. Autre passage obligé, la vérification du motif impérieux. Vous êtes venu en mission? Non, je suis résident ici, je travaille au Taoné. Ok. Vous étiez parti en voyage? En vacances voir la famille et du coup de retour un peu plus rapide quoi. Et ça ne vous dérange pas trop ces mesures-là? Non, je trouve ça normal au final de protéger le fait noir, donc il n'y a pas de souci, on s'y soumet. Et les mesures, ça vous gêne ou pas ici? Bah non, elles sont normales. Puis on a de la chance ici par rapport à la métropole quand même. Pourquoi? C'est plus difficile en métropole. C'est-à-dire? Le couvre-feu est plus tôt, il n'y a plus de restaurants, la vie c'est pas la même, c'est beaucoup moins joyeux quand même. À partir de ce soir, 0 heure, tous les arrivants devront s'astreindre à une quatorzaine stricte. Un arrêté a été publié suite au Conseil des ministres extraordinaire du 5 février. Je suis organisateur d'événements et je travaille sur le Tahiti Fishing Contest, qui est un concours de pêche. Donc ma présence est complètement indispensable ici, quoi. Vous êtes d'ici ou Non, je travaille ici depuis longtemps, mais je fais des allers-retours en ce moment. Ouais. Et donc je viens régulièrement et là, on a essayé de s'échapper vite fait avant la quarantaine de 12 jours qui aurait pu me bloquer la veille de l'événement. Donc je préfère venir aujourd'hui. Vous avez dû écourter votre séjour? Ouais, d'une semaine. Ah bon? Une semaine pour essayer d'éviter la quatorzaine. Là tout va bien? Là tout va bien, on retourne travailler. À ce jour, 2 Européens ont été rapatriés chez eux et 7 métropolitains ont été verbalisés pour motifs litigieux. Voilà, vous voyez, manifestation dérogatoire. Voilà, sachez que les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 89 000 francs pacifiques. Sachez également que la quatorzaine pour les nouveaux arrivants est effective dès ce soir. Nouveau litige foncier à Faoné, plus précisément dans la vallée de Mapua-Ura. Exploitée depuis des années, la vallée subit des extractions de pierres essentiellement, des extractions pas toujours légales. Et depuis samedi, une demi-douzaine de revendiquants ont décidé de bloquer l'accès à la vallée, nécessitant l'intervention des gendarmes et du maire délégué. Nicolas Suir et Jérôme Lee. Il n'est plus possible d'accéder à la vallée de Mapua-Ura. 6 familles revendiquent 2 hectares, dont le chemin par lequel passent les sociétés d'extraction de pierre. C'est bloqué pour les camions qui passent par-dessus la terre de ma grand-mère et laisser les propriétaires des terres qui sont au fond de la vallée, on leur laisse le droit de passage. Mais les voitures vont rester ici. Aucun camion ne peut pénétrer dans la vallée. Propriétaires et exploitants ne comprennent pas. Nous sommes là depuis plus de 60 ans et nous avons acheté depuis 1981 ce terrain-là. Et nous ne comprenons pas du tout cet agissement. On vient simplement pour aller travailler chez nous. La gendarmerie a constaté l'obstruction. Elle sera officialisée demain par un huissier. Le maire délégué, également présent, appelle au dialogue. À partir du moment qu'ils justifient qu'ils sont propriétaires, ils ont tout à fait le droit. Donc je leur conseille de pouvoir avoir tous les titres de propriété et de pouvoir se manifester dans la paix et l'humilité et qu'il y ait une vraie discussion. Les entreprises exploitantes souhaitent évidemment que la situation ne s'éternise pas. On travaille sur nos terres, on ne comprend pas, on a toutes les autorisations légales. On a aussi, on est propriétaire des terres, on a tous les papiers, on est dans notre droit. Donc on ne comprend pas pourquoi ils viennent bloquer. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas empêcher les gens de travailler. S'il y a un problème foncier dans le fond, c'est de le régler au tribunal, quoi. L'affaire est déjà en cours d'instruction au tribunal foncier. Les protagonistes sont de la même famille, une affaire de terre de plus.
Le seul point positif pour l'heure est que la rivière est un peu plus claire que d'habitude, car les extractions ont cessé depuis 3 jours. Et dans une autre affaire de la commune de Tairapou-Est, nous vous l'annoncions la semaine dernière, la Cour des comptes pointait du doigt la mauvaise gestion financière du Tavana Anthony Jamé, un déficit que le maire a justifié par le projet Teaputa, initié par Béatrice Lucas, un projet qui a coûté 557 millions de francs à la commune. Des accusations contestées par cette dernière à l'occasion d'une conférence de presse. On l'écoute au micro de Nicolas Suire. Il aurait dit que c'est Teaputa. Et c'est ça qui me fait réagir, c'est le parc Teaputa qui plombe les comptes de la commune. C'est absolument faux, absolument faux. S'il essayait un petit peu de... il doit se débrouiller. Nous, on savait comment faire avec Teaputa. Alors, mettre sur le dos du Covid, mettre sur le dos de Teaputa, c'est trop facile. Moi aussi, je suis passée par là, la Cour des comptes est passée fière de ma mandature, avec donc le rapport de la Chambre des comptes qui dit que ma gestion était saine suite à une stricte gestion. Il a une majorité passive. Il faut venir assister à un seul conseil municipal, vous allez voir. Aucun débat, rien, rien. En justice, cette comparution immédiate, un homme a été condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis probatoire de 2 ans pour violence aggravée et menace de mort sur sa femme. Le prévenu devra se soigner. Il effectuera la partie ferme de sa peine en semi-liberté. Il ne sortira de prison que pour aller travailler. Et en cette journée mondiale de l'épilepsie, on s'intéresse à cette maladie encore très mal connue des médecins. En moyenne, 115 personnes en meurent chaque année en France. Longtemps considérée comme une maladie honteuse, les patients polynésiens commencent à peine à en parler, une manière pour eux de libérer la parole autour de leur souffrance. Reihereo et Mirko Vanfo. Cet homme en t-shirt rouge a découvert qu'il est épileptique il n'y a pas si longtemps. Un bouleversement dans sa vie. Alors les conseils de Laina Faremiro, diagnostiquée à l'âge de 9 ans, sont les bienvenus. S'il faut ronquer jusqu'à un lit, je ronque. Pourquoi? Ne pas se cogner la tête. Jusqu'à aujourd'hui, je le vis bien. J'avoue que je piquais souvent des crises d'épilepsie, mais en même temps des crises d'angoisse. Mais cela ne veut pas dire que j'ai baissé les bras. Bien au contraire, je me suis battue jusqu'à aujourd'hui. Elle aussi souhaite briser le silence et partager son vécu. Heipua Tavaitei a fait ses premières crises lorsqu'elle était en classe de 4e. Aujourd'hui, elle ne prend plus de traitement et se dit guérie. Je veux dire aux personnes que je suis guérie parce que je ne prends plus aucun traitement. Mais maintenant, c'est un travail que je dois faire sur moi. C'est-à-dire que je dois ménager mes efforts, mon anxiété, mon stress. Je dois gérer mon quota de sommeil parce que ce sont justement des facteurs qui provoquent une crise d'épilepsie. L'épilepsie est une maladie neurologique qui se traduit par une activité électrique anormale du cerveau. Les spécialistes estiment qu'elle atteint 50 millions de personnes dans le monde. Au Fénois, 1 millier de Polynésiens seraient concernés. Les patients, généralement, ne sentent pas venir la crise et qu'ils n'ont pas, du coup, le moyen de s'isoler pour faire leur crise sans déclencher des réactions de l'entourage. Donc c'est vrai que c'est une maladie qui reste encore stigmatisante, même si elle est très fréquente, la plupart du temps bénigne, sous réserve de prendre les médicaments. Actuellement, Heipua, Laina et Nohaura travaillent pour monter une antenne locale de l'association Épilepsie France. Objectif, faire connaître la maladie et combattre les idées reçues. Et sachez qu'en France, depuis 2018, l'association Handichien éduque des canidés d'assistance pour personnes épileptiques. Et puis la crise n'empêche pas la générosité. La FM Téléthon remercie les généreux donateurs du Téléthon 2020. Malgré le contexte sanitaire et économique difficile, la FM a réussi à collecter plus de 5 574 000 francs pacifiques. Voilà qui referme ce chapitre santé. Ils sont l'avenir du Fénois et ils ont du talent. Ce sont les jeunes diplômés tout droit sortis du lycée professionnel de Mahina. Pohere Boutin décroche au concours national la médaille d'or en coiffure. Je vous propose de l'écouter, suivi du lauréat de France en cuisine, au micro de Christian Dezo. La première fois, c'était en 2018. La première fois, c'était en 2018 par TV Here Tara.
Et cette année, en 2020, c'était moi. Il y avait des critères à respecter. Le mérite revient aussi au lycée de Mahina, mais plus spécialement à ma professeure, Madame Abadji. En sport, la ronde tahitienne tire définitivement sa révérence après 8 éditions depuis 2011, année de sa création. Cette course de vélo bon enfant avait pour principal objectif de promouvoir la destination polynésienne auprès des touristes passionnés de la petite reine. D'ailleurs, malgré la crise, beaucoup avaient prévu de revenir sur la ronde tahitienne en mai 2021. Henri Sagné, le parrain historique de cette aventure, ne viendra donc plus au Fénois pour promouvoir l'événement. Benoît Rival, président du Vélo Club de Tahiti et organisateur de la ronde tahitienne, regrette le manque de soutien financier. Il est au micro de Marouki Duri. C'est énormément de dépenses qui ont été engagées et malheureusement qui n'ont pas pu être couvertes par l'organisation et par les subventions qu'on n'a pas pu toucher. Même encore cette année, en 2021, on avait reçu de nombreuses demandes pour savoir si l'épreuve se tenait, pour des gens qui souhaitaient s'engager. On avait des Italiens, des Français, des Suisses, des Canadiens, des Américains qui étaient prêts à venir. Ça fait mal au cœur de voir que tous ces gens-là ne pourront pas venir participer à l'épreuve. Le Festival international du film documentaire océanien, en revanche, tient toujours ses objectifs. Une 18e édition désormais numérique, vous le savez, avec 9 films documentaires en compétition, 11 films hors concours, 7 courts-métrages documentaires et 10 courts-métrages de fiction. Covid-19 oblige, la manifestation ne sera plus aussi populaire qu'auparavant. Plus de rencontres ou de conférences avec les réalisateurs, ce que regrette beaucoup Wallace Kotra, le cofondateur du FIFO, que je vous propose d'écouter. Ça me manque de rencontrer les gens, quand l'Océanie se rencontre, ces rythmes, ces échanges, ces projets, c'est tout ça, c'est le frottement des gens. Ça manque. Mais en même temps, 100% numérique, c'est le rêve que nous avons eu dès le départ, qui est de dire que nos images du Pacifique doivent circuler dans le monde entier. Le combat du FIFO au départ, c'est ça. C'est de dire qu'on était en train de disparaître. Et c'est ce combat-là qu'on a mené. Et bien là, tout le monde peut regarder nos images. Et je trouve qu'il y a une sorte de fierté du travail qui a été effectué par les équipes, nos équipes du FIFO en Polynésie. Myriama Bono, merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant de venir au mode d'emploi de cette édition numérique, comment ça se fait qu'il y ait peu de films produits par des réalisateurs polynésiens ? Sur cette édition, bonsoir. C'est vrai que le contexte forcément a fait que la production audiovisuelle dans son ensemble, pas seulement polynésienne, a évidemment souffert de la situation. Donc on a eu un petit peu moins de films polynésiens présentés et donc fatalement un petit peu moins de films sélectionnés. Mais pour nous, l'essentiel, c'était de pouvoir quand même tenir nos objectifs et faire en sorte que le festival existe. Alors ce festival est inédit, numérique, c'était un vrai défi pour l'organiser, c'est ça ? Ça a été une vraie aventure. Et on a pris cette décision il y a 2 mois. Et c'est vrai que même si le festival en est à sa 18e édition, il a fallu le réinventer complètement. Donc ça a été un défi humain. Mais également, ça prouve aussi la résilience du FIFO. Ça prouve aussi qu'il faut s'adapter. Ça nous a permis... Vous n'êtes pas dit à un moment donné, c'est trop compliqué, on laisse tomber tout ça? Ah non, jamais. Ça, c'est pas l'esprit du FIFO. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est demandé si on allait y arriver certainement, mais aussi si on allait avoir l'adhésion du public, des internautes. La grande réponse, ça sera à partir de demain, mais là on vient déjà d'avoir le premier week-end du off et on est vraiment très satisfait déjà des premiers résultats, donc on est content d'avoir mené cette aventure malgré tout. Alors, le mode d'emploi, comment ça va se passer pour le visionnage des films en ligne ? Alors, depuis ce week-end, et d'ailleurs depuis la semaine dernière, on peut déjà créer son compte FIFO, donc c'est très simple, c'est aussi facile que de créer un compte sur les réseaux sociaux, donc je pense que tout le monde peut y arriver. Et ensuite, en fait, il y a plusieurs... Donc, il faut créer un compte, c'est ça ? Il faut créer un compte parce qu'en fait, il faut pouvoir s'identifier, puisque évidemment, à partir de ce soir, le canal des documentaires sera ouvert, donc à partir du moment où c'est payant, forcément, il faut que ce soit sécurisé. Donc, c'est un site payant alors ? C'est un site payant, en fait, c'est une plateforme de vidéo à la demande, comme ça se fait maintenant beaucoup. Et donc, en fait, il y a plusieurs formules qui va aller du film simple à le pass complet pour le FIFO, pour les fans du FIFO. On a fait en sorte, avec l'association du FIFO, que ce soit à peu près les mêmes tarifs que ceux usuellement pendant un festival normal. Et déjà, on est très contents parce qu'en fait, la quasi-majorité des gens qui ont pris des abonnements ont pris le pass FIFO. Donc, ça montre que ce sont vraiment les passionnés qui suivent le festival malgré tout.
Quid des ateliers audiovisuels qui existaient auparavant? Alors, on a maintenu 2 ateliers quand même, parce que c'est vrai que le rapport humain, c'est important aussi dans ce type de manifestation, et aussi parce que c'est vraiment l'un des cœurs du festival qui permet d'initier beaucoup les jeunes à l'audiovisuel. Donc, il y aura quand même 2 ateliers, évidemment avec tout le respect des gestes barrières en vigueur, mais malgré tout, quand même, une restriction sur ce point, c'est certain. Alors, comment ça va se passer peut-être pour pouvoir discuter aussi avec les réalisateurs, très brièvement? Alors, tout un dispositif a été mis en place. On a d'abord maintenu les Inside Docs, sauf qu'ils ont été préenregistrés. Et puis, en fait, pendant toute la durée du festival, il y a un programme à la fois pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, qui peut interagir, s'inscrire, venir sur les plateformes, discuter, poser des questions. Donc, on a essayé de faire en sorte que ce soit quand même le plus vivant et le plus interactif possible. Myriam Abono, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis la nouvelle organisation du FIFO, justement, version numérique, qui lancera question demain avec Mariva Le, la déléguée générale de la FIFO, sera l'invité café de votre matinale radio. Et pour clore ce journal, on vous emmène à la rencontre d'un photographe témoin de 24 ans d'histoire de stars, celles qui ont séjourné en Polynésie notamment. Christian Pinson les a immortalisées dans un livre-album intitulé 50 années d'images de légendes, dont 24 passées en Polynésie. Un résumé de toute sa carrière passée à traquer, voire à sympathiser avec les vedettes politiques et sportives. C'est une rencontre signée Thomas Teriteporwarei, Christian Dezo et Hiro Terorotua. Il a choisi la Polynésie pour publier son livre-album 50 années consacré à la photo, celle des stars et autres têtes couronnées. De 1974 à 1999, Christian Pinson a sillonné les rues de la ville, entre les Noëls de Tahiti jusqu'à l'aéroport de Wha'a, pour le cliché qui ferait date. Quand on rencontre Marlon Brando, c'est déjà un effort qu'on a déjà fait. Enfin, l'effort, non, mais de le rencontrer, c'est déjà très important. Mais après, quand Julio Iglesias vient ici, quand des acteurs comme Warren Beatty, comme Dustin Hoffman, comme John Travolta viennent ici, ça remue quand même à l'aéroport du côté des jeunes qui attendent. Bien avant Jacques Chirac et Gaston Floss, dans les années 70, il se frayait déjà un chemin dans le dédale des plateaux de cinéma et de télé pour les boire. Les vedettes françaises, Sacha Distel, époux d'une fille du pays, Francine Bréau. Johnny Hallyday, lors d'un de ses séjours dans le pays, Ralph Vallone, de même que Demis Roussos. Évidemment, Jean-Paul Belmondo, qui était déjà venu en 1967 tourner un film Tendre voyou, et qui avait utilisé des gens locaux que l'on retrouve dans le film et que l'on apprécie parce que ces gens ont peut-être disparu aujourd'hui, mais ils sont restés dans les mémoires. Dans les mémoires aussi, la disparition totale de Motota et l'arrivée de Diego Maradona en 86. Inévitablement, il sympathise avec le dieu des jeunes footeux. C'était 2 fois au Club Med, et comme on était allé en hélicoptère, parce que le pilote avait des tours à faire, donc on discutait, et je propose à Diego de venir faire un tour en hélico, et aussitôt il se signe, il dit « Ah non, il a peur ». Mais moi, 2 ans après, il revient, je lui redemande la même chose. Et il se resigne, et je me rappelais plus que je lui avais demandé. Et non, il veut pas monter dans l'hélicoptère. Pas de fièvre à l'arrivée de John Travolta. Quand Mel Gibson joue au Révolté à Montréal, le grand Jacques s'installe aux Marquises, il n'en partira plus jamais. John Gabilou reçoit chez lui, une fois de plus, le rocker Johnny Hallyday. C'est une page de notre histoire, un album de 50 ans d'images, de légende. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La 14e pour les nouveaux arrivants est effective dès ce soir. Les passagers qui veulent venir en Polynésie doivent fournir un motif valable sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 89 000 francs pacifiques. À la une de Tahiti Info demain, le quotidien titre « Emploi le bond en arrière ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures aux infos radio. À suivre votre magazine de la mer Bleu Océan, suivi de Patitifa. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet